Et de vendredi à partir de 16 heures juste, mesdames et messieurs, l'actualité est restée dominée par les consultations. L'informateur est en train de discuter avec le membre de l'Union sacrée sur la création, la forme, ainsi que les critères du membre du gouvernement Fatih II. Et voilà, nous allons parler aussi sur le profil du Premier ministre, sur les critères, comme je viens de l'annoncer, et puis nous parlerons aussi sur la question de l'Est, de l'insécurité. Sur ce plateau, nous recevons une dame, il s'agit de Madame Anne-Marie Makombo, présidente nationale AI du parti Ligue des démocrates congolais, l'IDEC. Et avec elle, nous allons discuter sur ce sujet. En fait, l'émission est à bâton rompu. Madame Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir, Minouska. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Et voilà. Je rappelle qu'elle est la petite sœur de Madame Angèle Makombo, une dame de fer que nous avions tous connue. Elle fut aussi candidate présidente de la République, je crois, en 2011. Hein? Oui, tout à fait, oui, en 2011. Et voilà. Madame, comment se porte votre parti? C'est vous qui êtes l'intérim présentement. Oui, le parti se porte très très bien, malgré que nous avons eu beaucoup de turbulences durant cette période de campagne et de dépôt de candidature des candidats à la députation. Donc, mais le parti se porte bien, se porte bien. Vous avez eu des députés? Hélas, non, on n'a pas eu de député, malgré que nous avons appliqué dans son intégralité la loi la loi sur les élections, donc la loi électorale, l'article 13 qui stipule que il faut de préférence faire la parité. Nous avons eu la parité, nous avons aligné 63% de femmes. Et malgré ça, on n'a pas eu gain de cause. Malgré les promesses même du président de la CENI, Kadima, qui avait dit que ceux qui appliqueront cette disposition de la loi auront des agréables surprises. Mais nous avons entendu, nous n'avons pas vu les surprises. Et Madame Anne-Marie, vous êtes la présidente AI de votre parti politique. Pourquoi seulement vous? Le choix est fait sur vous, pourquoi? Pour faire l'intérim, pourquoi? Parce que vu quand même l'expérience que j'ai en politique, je suis en politique depuis quand même un moment, plusieurs années, vu cette expérience, effectivement, certaines personnes posent effectivement la question pourquoi moi? On a jugé bon que ça devait être moi, vu mon expérience. Est-ce qu'il y avait le congrès qui était assis pour décider ou c'était juste le choix de Madame Angèle Makombo? Non, c'était au cours d'une réunion, une réunion avec les cadres du parti et le choix, le dévolu s'est posé sur moi. Maintenant, comment évolue le parti? On ne sent pas les partis, hein? Comme je vous ai dit, nous sortons à peine, et encore, nous ne sommes pas encore sortis parce qu'il y a encore les élections des sénateurs, de gouverneurs, des conseillers municipaux. Il y a tout ça. Non, conseillers, il y a eu, mais je veux dire, les bourgmestres, les maires, etc., etc. Donc, nous sommes encore là-dedans, dans cette turbulence. Et donc, le parti retrouvera vraiment son rythme de croisière, je pense, en avril. Vous venez de soulever une très bonne question sur les élections. Comment avez-vous jugé les élections de l'année passée? Je dirais que les élections au niveau présidentiel, ça s'est très bien passé. Et au niveau de la députation, c'était assez calamiteuse. Vraiment, je dirais ça parce que les candidats que le peuple a voté, c'est pas ceux-là qui se retrouvent au Parlement. Mais comment se fait-il dans la même marmite qu'on prépare les haricots et les makosso? Les haricots est cuit et les makosso n'est pas cuit. C'est inexplicable, non? C'est la même CENI qui a organisé les élections présidentielles, la même CENI a organisé les élections législatives, mais... la CENI a estimé que... Vous critiquez les élections législatives, comment se fait-il? Oui, moi je critique ça énormément. Je dirais que sur 100%, 30% ont été réellement élus. Les autres, ce sont des nominations. Ce sont des nominations. Nous avons des cas, par exemple, flagrants, des personnes qu'on n'a jamais vues sur le terrain, maintenant qui se retrouvent députés.
Et je vais continuer derrière les recherches, écrire là-dessus, avoir vraiment des preuves vraiment tangibles. Je compte vraiment le faire parce que effectivement nous parlons et à chaque élection ça se répète. Ça se répète. On avait déploré ça aux élections de 2018 et là nous voyons ça s'est encore répété parce que bon les auteurs de ce genre de manœuvre se disent bon ils vont parler puis ça va passer. Donc maintenant je me suis dit il faut vraiment aller en profondeur et donner les preuves et écrire là-dessus et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Madame Anne-Marie Makombo, votre parti existe depuis combien de temps? Depuis 2010. Depuis 2010. Ouais. Je vous pose la question, comment jugez-vous votre parti, le bilan de votre parti depuis 2010? Ça fait déjà des années, non? Oui, je pense que ça va, mais ça pourrait aller mieux. Moi, je me contente pas du à peu près. Ça pourrait quand même aller bien parce que j'estime qu'un parti politique est là pour former les futurs cadres qui doivent travailler pour la République, les futurs ministres, les futurs mandataires, etc., etc. Le parti politique, pour moi, c'est une école. Donc, et c'est ce que je me tue à dire d'ailleurs aux jeunes qui sont dans notre parti. Vous êtes là pour apprendre parce que plus tard, vous serez amené à diriger. Parce que le but d'un parti politique, c'est avoir accès au pouvoir. Donc, pour ça, il faut s'habituer à travailler, à avoir des idées, à s'intéresser à la politique, à travailler. Et c'est ce que d'ailleurs je dis. Est-ce que vous formez aussi les communicateurs? Bien sûr. Ou encore vous êtes la seule communicatrice du parti? Non, nous formons et c'est vraiment très très difficile. Je dirais pas que c'est facile. Et là vraiment, je voudrais cette fois-ci, nous allons vraiment faire appel à des spécialistes que j'ai déjà contactés, certains qui sont vraiment disposés. Ils ont dit non, nous viendrons, nous attendions que ça, que certains partis fassent appel à nous. Parce qu'effectivement, le simple fait seulement de se présenter, on voit que beaucoup de jeunes, des membres du parti ont du mal à se présenter. Et même à s'intéresser intellectuellement et scientifiquement aux fonctions, au parti, dans les activités du parti, avoir même l'esprit d'initiative, ça manque. Moi, on me trouve parfois un peu sévère, mais je me dis, il faut chercher l'excellence. Il ne faut pas faire du à peu près. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et malheureusement, beaucoup de partis politiques se contentent seulement des grandes mobilisations, des effets de spectacle. On est là, on chante, on danse, on boit. Non, c'est pas ça le rôle d'un parti politique. Un parti politique est là pour former les gens à pouvoir diriger un jour. En fait, votre parti existe depuis plus de 10 ans déjà. Oui. J'aimerais un peu savoir, pourquoi avez-vous fait... Vous êtes à l'Union Sacrée? Oui, nous sommes à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer au sein de l'Union Sacrée? Parce que tout simplement, avant, nous étions dans l'opposition. Et quand le président Tshisekedi a gagné, nous avons analysé sa politique, surtout cette détermination à sortir le pays de cette guerre à l'Est. C'est ça vraiment qui nous a motivés à le rejoindre. Il y a quelques failles quand même. On ne dit pas que tout est parfait, mais nous estimons, nous espérons que les choses vont aller en s'améliorant. Surtout ce mandat qu'il vient d'avoir, que le peuple lui a donné haut la main. Nous serons vraiment très, très observateurs
pour voir ce qui ne va pas, nous taperons des points sur la table pour faire remarquer ça, ça va pas, et applaudir là où ça va, et encourager, et bien sûr apporter aussi des idées pour que les choses puissent aller mieux. Quels sont les reproches que vous pouvez faire au mandat passé, au chef de l'État? Au mandat passé, je trouve qu'il y a eu un peu trop de laxisme à la gabégie. Oui, à la gabégie, il y a eu trop de détournements. Vous voyez, par exemple, vous circulez à la cité, il y a une route, vous voyez, la route est inachevée. Et depuis des mois et des mois, la route, on avait commencé à travailler dessus et paf, c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, on a détourné l'argent. La République des Myopies, ce sont des sommes faramineuses qu'on n'a jamais entendues, même à l'époque de Kabila, non? Des sommes faramineuses. Ah non, Kabila aussi, on volait. Hein. C'est allé en crescendo, depuis Mobutu. C'est allé vraiment en crescendo. On volait. Et comme il y a toujours l'impunité, et ça va en augmentant. C'est ça le problème. Alors, quelle est la cause de cette impunité? Mais il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Une personne part à Makala quelques mois et puis il en sort et tout ce qu'il avait volé, il ne remet pas à l'État. Il est là, il se pavane avec. Donc c'est pas ça. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le cerveau moteur qui a un problème? Bon, le cerveau... Parce que je vais vous donner le cas des Caméré. Caméré était en prison, le chef de l'État a interviewé à Goma. Qu'est-ce qu'il dit? Caméré est un homme intègre et juste. Après quelques temps, il a été relaxé, hein? Oui, j'avoue que ce cas-là m'avait perturbé. Même les allégations, si on peut dire les dires du président m'avaient un peu perturbé. Et j'essaye de comprendre le pourquoi le président a prononcé ces paroles. Et est-ce que nous, quand je dis nous, je dis le peuple, nous nous sommes trompés en condamnant Caméré. Donc, je suis en train de faire vraiment des recherches là-dessus. Parce que, effectivement, on a aussi tendance à condamner quelqu'un facilement sans chercher vraiment les preuves de ce qu'on lui reproche. Donc, il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. En fait, quels sont les défis et perspectives d'avenir de votre parti politique? Les défis, bon, je pense que nous disons que nous devons contribuer vraiment à ce que, d'abord la guerre doit cesser, et aussi former les jeunes à une meilleure mentalité. Ce qui m'avait déploré, par exemple, pendant la période des élections, quand vous entendiez les jeunes parler, vous tendiez les oreilles, même pas les jeunes, même les personnes de mon âge. Tout ce qui les intéressait dans leur candidature, c'est l'argent qu'ils auront. C'est tout ce que à aucun moment, je me suis souvent fait le devoir de demander à certains, bon, une fois élu, quel est ton programme? Comment vois-tu les choses? Qu'envisages-tu apporter de plus au Parlement, à l'Assemblée nationale, tout ça? Mais on balbutiait, on n'avait rien de précis, c'était seulement le confort matériel que ça va apporter, ce siège-là, et comment leur vie va changer de ce côté-là. Comment avez-vous jugé un peu, quel jugement rendez-vous aux émoluments d'un député? Ah non, il faut rabattre. 33 000 $. Il faut rabattre. Et c'était dommage que je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Moi, j'avais juré, ça allait être ça ma bataille. Pour moi, j'estime que un député doit toucher 6 000 $. Si vraiment on veut monter, c'est à 8 000 $, c'est suffisant. Nous avons été députés pendant le 1+4, pendant la transition. Ben, on avait 2 000 $ à la fin du mois. Et ces 2 000 $ d'ailleurs, quand on nous payait en francs congolais, mais quand on traduisait ça, on convertissait ça en dollars, c'était moins de 2 000 $. Et en plus de ça, on nous coupait les 500 $ pour notre Jeep. Nous avons payé nos XRL jusqu'au dernier centime. Nous avons payé les XRL.
On ne nous a pas fait cadeau d'Israël. Donc maintenant, il y a des cadeaux par-ci, il y a des cadeaux par-là, il y a les invisibles. Non, on doit stopper cette hémorragie-là. Mais lorsque le président Bossou qui disait que non, les Palestiniens que nous avons reçus, ce sont le don du chef de l'État. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Moi, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Quand vous voyez la misère qu'il y a à côté et comment le peuple est en train de souffrir, ça m'avait choqué. Non, on ne peut pas construire un pays avec une telle façon d'agir, avec... Pourquoi on donnerait des jeeps comme ça gratuitement aux députés? Pourquoi? Pour avoir allé à l'Union sacrée. Nous, on a bien fait cette expérience, cet essai pendant la transition. On aurait dû copier ce que nous avons fait. Au contraire, on a régressé. Nous avons payé nos XRL jusqu'au dernier centime. Même l'assurance. Tout était venu des émoluments des députés. On a payé, et on peut vérifier, c'est vérifiable. C'est vérifiable ce que je suis en train de dire. Alors pourquoi on n'a pas continué dans cette lancée-là? Pourquoi on n'a pas continué? Donc ça fait vraiment mal. On ne dirige pas comme ça, je suis désolée. Madame Anne-Marie Makombo, il y a consultation déjà, vous n'étiez pas consultée? Oui, effectivement, il y a des consultations. Nous frappons à la porte de M. Kabouya pour que nous soyons aussi reçus, que les femmes doivent être reçues. Nous frappons à la porte, nous avons un mot à dire à tout ça. Nous avons déjà fait notre cahier de charges, nous voulons le voir. Nous demandons une audience. Vous sollicitez une audience au cas où vous étiez reçu, quels seraient vos mots? Et je trouve que c'est plus correct que nous le voyons d'abord. Et là, on saura ce qu'on lui aura. Il faut d'abord pas s'être adressé à lui, donc vaut mieux qu'on le voit d'abord. En fait, quel est le profil du Premier ministre? Je trouve que le Premier ministre doit être plus actif et plus quelqu'un qui est redevable vis-à-vis du peuple, voilà, qui sait rendre compte, qu'on comprenne un peu comment le gouvernement est en train de fonctionner. Là, j'avoue, c'était un peu muet, on comprenait pas beaucoup de choses et il doit être plus entreprenant. On avait dit les Warriors, mais moi je n'ai pas vu dans ce gouvernement les combattants, les militants. J'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça. Donc, on voudrait vraiment un Premier ministre qui est plus présent, qui est beaucoup plus présent. Alors, un Premier ministre qui est plus présent, selon vous, que le rôle d'un Premier ministre? Un Premier ministre doit suivre au quotidien tous les ministres. À la suite du Conseil de ministres, on répartit les responsabilités. À chaque ministre sait ce qu'il a à faire. Et le ministre maintenant doit suivre si tout a été fait. Donc il coordonne un peu tout ça. Et quand il y a des défaillances, il doit taper des points sur la table. Donc c'est ça le rôle. Donc un Premier ministre a vraiment beaucoup de travail. Suivre tous ces ministres-là, c'est énormément de travail. Mais on a remarqué au mandat passé, le Premier ministre est comme s'il y a certains ministres qui n'obéissaient pas parce qu'ils avaient des affinités avec le chef de l'État. À qui la faute? À qui incombait le tort? Bon, effectivement, des petits couacs comme ça, des petites frictions comme ça, ça ne manque pas dans les gouvernements, même du monde entier, même du temps de Mobutu. J'ai eu à suivre ça. Il y avait aussi ce genre de choses. Et c'est le président maintenant qui doit mettre de l'ordre. Madame Anne-Marie Makombo, quels sont les critères du membre du gouvernement pour que nous ayons un bon gouvernement, un gouvernement responsable? Quels sont les critères? Ils doivent se mettre au travail. D'abord, ils doivent suivre leur job description qui est là, qui est d'ailleurs dans le journal officiel. Ils doivent suivre ça, travailler
et non de temps en temps se prélasser et surtout rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire devant le peuple. Souvent, on ne rend pas compte. Et par exemple, je vois le cas des femmes ministres. Malheureusement, c'est à peine si on peut citer quelques femmes ministres qui étaient au gouvernement. Les autres, on les connaît pratiquement pas. Elles étaient muettes. On les entendait pas. Elles se contentaient d'être là derrière leur bureau, de faire ce qu'elles ont à faire. Est-ce qu'elles l'ont bien fait? Bon, on ne sait même pas très bien les juger parce qu'on les entendait pas. Est-ce que le mandat passé, les membres des ministres régorgeaient au moins les critères? Ils portaient les critères vraiment. Est-ce qu'on a tenu compte aussi des cultures managériales? Le problème, quand on veut mettre les ministres en place, on fait appel, comme là, on est en train de faire des consultations, on va voir la majorité parlementaire, on va consulter maintenant les partis politiques, et les partis politiques et les chefs de partis politiques, ce sont des hommes, hein, ce sont des femmes, bon, qui ont parfois ne respectent vraiment pas. Il y a quelqu'un qui est compétent, on préfère mettre quelqu'un d'autre. À ce poste-là, il aurait préféré mettre tel, mais on préférera mettre une autre personne. Donc c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de... Et là, le président est un peu lié parce qu'il doit apprendre la personne que le parti politique va lui donner. Donc, c'est tout ce jeu-là. Il y a des moments, parfois, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire pour notre pays? Nous avons besoin que le pays fonctionne. Nous connaissons, en général, les personnes compétentes. Nous les connaissons. Et même si, parfois, il y a des failles, on s'est trompé de personne, on peut limoger la personne. On a besoin des personnes compétentes et il y en a dans ce pays pour faire le travail qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut nécessairement faire recours aux partis politiques pendant qu'il y a des système, voilà, c'est ce système que je déplore. Ce système-là qu'on est en train de mettre en place la majorité parlementaire, c'est dans nos textes, hélas. Et de cette majorité parlementaire va sortir les ministres. Donc c'est ce système-là qu'il faut abolir, je trouve. Nous avons trop copié les systèmes des Blancs. Est-ce que dans nos pays africains, nous avons besoin de ça? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc on copie et on voit bien tout ce qu'on a copié d'eux, ça n'a pas marché jusqu'à présent. Nos pays végètent, hein? À part quelques-uns maintenant commencent à se libérer, commencent à comprendre. Il y a un pays, je suis vraiment en admiration devant ces pays, c'est le Burkina Faso avec Traoré. Je suis vraiment en admiration devant ce président et qui commence vraiment à changer tout. On n'a pas besoin de copier ces blancs-là. Inventons nos systèmes à nous qui vont faire que nos pays vont avancer. Et voilà, Madame Anne-Marie, est-ce qu'on peut parler un peu sur la réduction du train de vie des institutions? Exactement. On doit réduire ce train de vie. C'est une évidence? On doit réduire parce que tout le monde sait, on veut des responsabilités. C'est un gâteau, voilà. Nous avons un gâteau à partager. Tout le monde veut sa part. Et quand on est là, on aime les salamalek, et c'est l'argent, et c'est le voyage en Europe, qu'on devrait d'ailleurs bannir parce que la communauté intercriminelle qui est en train de nous faire souffrir là à l'Est, on devrait quand même arrêter un peu tout le temps l'Europe. On a notre pays qu'on doit connaître mieux, visiter, voir ce qu'il faut améliorer. Par exemple, moi, je suis de la Lomami. Je suis allée à Lomami précisément à Cabinda, mais il y a eu des responsables de ce coin-là. Mais on ne voit pas ce qu'on a fait dans ces coins-là. La route de Mbujimaï pour arriver à Cabinda, mais c'est la croix et la bannière. Vous y risquez même votre vie. C'est vraiment difficile. Donc, et pourtant, on a eu des dirigeants. Mais quand vous voyez ces dirigeants, ils ont des maisons presque comme des châteaux. Non,
Tout ça doit cesser. C'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est un problème d'homme ou la volonté politique? Je dirais, c'est un problème d'homme aussi, problème volonté politique et surtout un problème, la justice doit être indépendante. Un problème, on ne punit pas, on ne sévit pas. Il y a trop de détournements. Parce que quand vous voyez bien, avec un salaire raisonnable, le salaire que normalement un ministre devrait avoir, à la fin de son mandat, il ne pourrait pas avoir tous ces biens-là. Donc, l'État doit faire son travail, d'inspecter, de poser des questions. Pourquoi ça? Et je pense aussi que le peuple aussi devrait s'y mettre. Devrait s'y mettre. Commencer maintenant à parler, à condamner, à accuser. Certains pensent que nous avions des autorités qui sont inaudibles. Ils n'écoutent pas la voix du peuple. Même si vous criez, faites des marches, ça entre et ça sort. Que faire alors? Est-ce que ça nécessite une révolution? C'est une solution? Vous y pensez vraiment? C'est quelque chose dont il faut y réfléchir. Parce dans le temps, on disait non, on va aller aux élections, on les mettra tous dehors. Bon, nous sommes allés aux élections, eux tous sont revenus. Eux tous sont revenus. Ils vont remplir le Parlement. Eux tous sont revenus. Est-ce que cette question de réduction des trains de vie d'institutions, sera-t-elle respectée vraiment? Avec ceux-là qui se sont précipités à le Parlement à cause de 21 000 $ que Fayoul avait dénoncé. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont le cœur des hommes, le cœur humain? J'ose croire que... Lorsqu'un militaire touche moins de 150 $, un enseignant qui fait à ce que nous ayons un médecin, que nous ayons un député national, cet enseignant est mal payé, touche un modique salaire. Est-ce que vous imaginez un peu quand même ce sens d'humanisme? Est-ce que ces députés-là auront ce sens-là d'accepter la réduction de temps de vie des institutions? Non, ils n'ont pas, on n'a pas besoin qu'ils acceptent pas. C'est au chef suprême de prendre des décisions et on applique, c'est tout. On n'a pas à leur demander leur point de vue. Donc, regardez seulement là maintenant pour les sénateurs, ceux qui veulent devenir sénateurs. Vous savez ce que demandent les députés provinciaux pour donner leur voix? Ils demandent combien? Ils demandent une Jeep. Ils demandent une Jeep et plus un petit quelque chose pour avoir en main. Est-ce que vous réalisez? Vous réalisez un peu. Et on laisse faire. Alors, attendez s'il vous plaît. Un sénateur a besoin de 3 voix de députés provinciaux. Oui, en général, c'est 3 voix. Avec 3 voix, donc vous devez dépenser au moins 3 jeeps. Voilà. Disons une histoire à peu près de 60 000 fois 3. On est où là? Eh oui, on est au Congo. Est-ce que c'est aussi un problème de la population qui n'arrive pas à sanctionner ces gens-là? Ou encore, c'est le peuple qui fait toujours un mauvais choix? Non, le peuple, là j'ai eu vraiment la preuve, le peuple a fait quand même des bons choix. Par exemple, quand vous voyez le président, le peuple a vraiment voté le président. Heureusement, on y a échappé belle, le président est là. Parce qu'on essaie aussi de magouiller, ça venait de l'extérieur, pour que lui voler son élection. Mais maintenant, les députés, il y a des députés qui ont été élus, mais qui ne se retrouvent pas au Parlement. Le peuple les a votés. Ce que je reproche maintenant au peuple, c'est que, vous savez, vous avez voté un tel. Il n'est pas élu, il n'est pas là. Donc, trouvez un moyen pour manifester. Dire, c'est pas lui, c'est pas tel qu'on avait voté, on avait voté tel. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc, c'est ça que je pense que nous devons maintenant essayer de peaufiner ça pour apprendre à la population dans nos partis politiques respectifs pour comment manifester quand on a des cas pareils. Parce que sinon, ça ira tout le temps en augmentant. Parce qu'à cette allure, je me dis, à quoi bon organiser les élections des députés? À quoi bon?
Pourquoi faire cette mascarade? À quoi bon? Hein? On n'a qu'à les nommer, c'est tout, point barre. Je demande à la régie déjà de nous apprêter la vidéo sur la question de l'Est. Et Madame Anne-Marie, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce que vous avez plus déploré au mandat passé et que vous ne souhaitez pas que ça revienne. Moi, c'est la tricherie. La tricherie, surtout quand j'ai entendu que des gens avaient des machines à voter chez eux. La preuve, même là, on ne peut pas nier parce que la Cour les a invalidés. Non, c'est scandale. Mais comment se fait-il ces gens-là pouvaient posséder les machines à voter? Ça, j'avoue, je ne Sans pour autant interpeller les agents de la CENI. Non, ça, j'avoue, je ne maîtrise pas bien comment ils ont pu avoir ces machines chez eux. Moi, je crois qu'il y a des agents de la CENI qui ont été complices. Ça, c'est certain. Des hautes personnalités aussi, hein, oui, qui ont distribué, parce qu'on s'est posé des questions, les machines se retrouvaient même au fin fond de nos villages. Il y a eu des gens qui se trouvaient avec des machines à voter. Est-ce que vous n'avez pas que cela a discrédité notre pays, les élections? Bon, en général, ce qui est déplorable dans tous les pays du monde, les élections, c'est jamais sans tâche. Il y a souvent des petits couacs, mais jusqu'à avoir des machines à voter, ça, j'avoue que ça dépasse un peu l'entendement. Ça dépasse l'entendement, ça. Et voilà, je demande à la régie de nous balancer la vidéo. L'Est ne partira pas. Les lois à Tabazui Est, Banana Bissou. L'Est ne partira pas. Les lois à Tabazui Est, Banana Bissou. Bakoko na biso. Bakoko na biso. Bakoya ko réclamer parti wana. L'Est ne partira pas. Massissi, c'est le Congo. Rutshuru, c'est le Congo. Bunagana, c'est le Congo. Et Goma restera au Congo. Même pas un centimètre ne partira. Nous, la population du Nord Kivu, nous sommes attachés au Congo et personne ne va nous détacher. Nous sommes attachés à la RDC, personne ne va nous détacher. Plus de 10 millions de morts, mais nous tenons encore. Il y a la justice de Dieu et la justice existe. Nous exigeons la justice pour tous ces bébés qu'on est en train de massacrer. Plus de 12 millions de morts. Plus de 12 millions de morts. Il y a le sang qui crie. Il y a le sang qui crie. Et ce sang va continuer à crier vengeance. L'Est ne partira pas. Et voilà. Madame Anne-Marie, vous avez suivi la vidéo? Oui, j'ai suivi. Comment vous ressentez? Non, c'est pénible. C'est pénible. Mais effectivement, nous avons tendance à condamner le Rwanda. Effectivement, le Rwanda y est pour quelque chose. Mais on ne condamne pas assez la communauté internationale. Le chef-d'œuvre de tout ça, c'est la communauté internationale. Hein, la communauté intercriminelle, comme j'aime bien les appeler et les nommer. Et avant de revenir sur là, est-ce que les propos de la première dame valaient-elles la peine de dire ça à Tababotoli Est? Ça, c'est déclaré déjà. S'avouer vaincu? Oui, s'avouer vaincu, tout à fait. C'est s'avouer vaincu. Mais je comprends quand même un peu, je ne peux pas trop condamner cela. Mais je dirais qu'en ce moment même où nous sommes dans le feu de l'action, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça, il faut vraiment mettre tout en œuvre en se disant on ne bakoboto la ST, on ne va pas nous arracher, c'est notre pays, on ne va pas nous l'arracher. Et nous avons des moyens pour pouvoir faire de sorte que l'ennemi puisse un peu reculer. Par exemple, il y a un moyen que nous n'avons pas encore mis en place en ce moment, c'est le boycott. Attaquer l'ennemi du côté de l'économie, de leur économie. Regardez par exemple aux États-Unis dans les années 55, quand il n'était pas permis aux Noirs de s'asseoir à certaines places dans les bus. Qu'est-ce que les Noirs ont fait? La célèbre Rosa Parks
Oui, je crois que c'est Rosa Parks, oui. La célèbre. Elle avait refusé de céder son siège à un blanc parce qu'elle était assise. Non, c'est la place des blancs. Elle a refusé. Bon, à la suite de ce geste-là, on l'a mise bien sûr en prison et les Noirs ont manifesté. Se sont dit, très bien, on vous laisse vos bus, nous marcherons. Même s'ils devaient marcher des kilomètres de chez eux jusqu'au lieu du travail, ils marchaient. Ils marchaient, ce qui fait que la compagnie de transport a vu qu'ils étaient en train de faire faillite, ça ne marchait plus du tout, parce que la majorité de leurs clients qui leur apportaient l'argent, c'était les Noirs. Quand ils montaient dans ces bus, qu'est-ce qu'on a fait? On a abrogé les règles, on a abrogé cette loi. Et maintenant, tout le monde pouvait s'asseoir. Le premier arrivé, c'était le premier qui trouvait une place et il pouvait s'asseoir. En Afrique du Sud, c'était pareil, l'apartheid. Qu'est-ce qu'on a fait? On a boycotté les produits de l'apartheid. Et c'est comme ça qu'en boycottant dans le monde entier, que les Sudaf, les Blancs, ont compris que non, nous sommes en train d'aller à la faillite. Donc, on a trouvé les voies et moyens pour abolir l'apartheid. C'est ce que nous devons faire. Nous avons, vous voyez, nous sommes là, on doit voyager. Ah non, j'ai pris mon billet, Air France, on est tout fiers. Ah, SN Bruxelles, on doit boycotter tout ça. Madame Anne-Marie Makombo, à l'époque de Kabila, on nous avait dit, surtout l'UDPS, que la guerre à l'Est, c'est Joseph Kabila. Le peuple s'attendait à l'arrivée de Fachi, qu'il ait la restauration de l'autorité de l'État à l'Est, que la peur règne absolument. Même si dans de grands États, il n'y a pas la sécurité totale à 100%, mais quand même qu'on se sente chez soi, vous voyez. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions toujours voir cette situation? Mais justement, il était vraiment évident que le chef de l'État puisse aussi signer des accords économiques, surtout la construction de chemins de fer. Vous voyez. Il s'est montré conciliant au début. En disant gagnant, gagnant. Pas la naïveté. Gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant. Vous voulez nos minéraux, vous en avez besoin. Ok, nous sommes prêts à les vendre. Mais à une condition, gagnant, gagnant. Le Congo doit aussi gagner. Et c'est ce qu'eux, ils refusent. Ils ne veulent pas que nous gagnions sur nos matières premières. Ils veulent venir se servir. Comme dans un jardin, ils viennent, ils se servent et ils partent. C'est ça le problème. Et notre armée était minée par l'ancien président, avait miné notre président, notre armée. Il y a plein d'étrangers, donc des Rwandais qui... Là, vous êtes en train de contredire le propos du chef de l'État qui avait dit « J'ai trouvé une armée organisée, structurée ». Je suis désolée, maintenant il ne le dit plus. Il ne le dit plus. La preuve, on a beaucoup de gens qu'on arrête. Hein. On a beaucoup de gens qu'on arrête. L'armée était minée. Vraiment miné. C'est ça qui fait que c'est vraiment difficile de extirper tout ça pour revenir sur les rails et que le Congo puisse aller de l'avant. Donc il y a tout ça et n'oublions pas quand même les origines de l'ancien chef de l'État, c'était de l'autre côté. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, on est en train de préparer petit à petit, pour annexer l'Est du pays. Mais comment se fait-il, lorsqu'il était au pouvoir, lui et le Rwanda, Paul Kagame ne s'attendaient pas? C'était de la comédie, pardon. Il ne s'attendait pas. C'était de la comédie. En partant le M23, c'était déjà, il avait fait le M23. Non, tout ça c'était de la comédie. Comment la comédie? Tout ça c'était de la comédie. Il avait défait le M23, mais le M23 s'est infiltré dans notre armée. C'était de la comédie. C'était de la comédie. Comme là, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, les États-Unis, surtout les États-Unis, condamnent l'agression à l'Est. On dit à Kagame d'arrêter. C'est de la comédie parce que cette agression-là, qui est en train d'alimenter ça, qui est en train qui a créé cela? Mais c'est la communauté internationale. Kagame seul, face au Congo, mais Kagame n'allait plus exister. Est-ce que c'est une question de notoriété du décideur congolais ou encore une question de la fragilité? Parce que, soyons quand même corrects, soyons francs entre nous, on a connu quand même un homme dans ce pays, le maréchal Mobutu, où partout on passait, c'était la fierté. On ne touchait pas aux Zaïrois. L'Est là n'était pas touché. Est-ce que vous ne voyez pas que non, c'est quelque part aussi cette notoriété qui manque à ses prédécesseurs?
en fait, à ses successeurs. Petit à petit, nous sommes en train de revenir. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président Félix Tshisekedi. Oh, les discours font mal aux oreilles. En Éthiopie. Non, comment ces discours c'est suivi des actions. Quelle action? Des actions. La preuve, il ne veut pas de le mot me manque, être avec le M23 sur une même table. Mais il les avait invités ici. Le professeur Mbata nous avait dit que le M23 était invité pendant 14 mois. Ils étaient logés dans le confort à l'hôtel du Fleuve. En quelle année? J'ose croire que c'était en 2019. Ils étaient invités ici. Le professeur Mbata nous avait révélé tout ça. Vous dites 2019. En 2020. Nous sommes en quelle année? En 2024. Ils étaient invités ici. Le 2024, les choses ont vraiment changé. Pas de dialogue avec... Non, c'est pas récent. Pas de dialogue. Il a montré sa bonne foi pour mettre les Occidentaux dos au mur. Maintenant, ils ne savent plus quoi dire. Et maintenant, il est catégorique. Pas de dialogue. Il est catégorique, pas de dialogue. Il avait promis la moindre escarmouche. Regardez mes lèvres, je vais bombarder. Il faut connaître aussi les Occidentaux attendent ça justement. Vous ne voyez pas qu'il y a aussi un problème dans le chef de la communication du chef de l'État? Il parle trop. Non, je ne pense pas. Parce que les Occidentaux attendent ça pour qu'ils viennent bombarder le Congo. Si le Congo s'aventure tout simplement comme ça, aller bombarder le Rwanda, ils sont, regardez dans tout ce qu'ils font, ils sont injustes, ils sont malveillants, ils sont non. Ils trouvent toujours des raisons. Nous aussi, nous serons plus rusés par rapport à eux aussi. Ils nous auront pas. Ils attendent ça. Les gens continuent à mourir, c'est des discours, ils nous auront pas. Les gens meurent au jour le jour. Les femmes sont violées. Mais en ce moment, les Rwandais, aussi le M23, meurent énormément. Ce que vous ne savez pas. Beaucoup sont morts. Et en ce moment, c'est la débandade. Ils sont en train de se décourager. Ils ont dit ça? Ils vous ont appelé pour dire qu'ils se découragent? Nous suivons tout de près. Nous sommes en politique, il faut suivre. Que faire alors pour mettre fin à cette situation? Je vous dis, un des moyens que nous n'avons pas encore essayé, le boycott. Boycottons leur avion, boycottons Canal+, boycottons, vous allez voir, ils vont trembler. Déjà, quand on a seulement émis l'idée de boycotter Canal+, vous avez vu que Canal+ a commencé il a diffusé les images des joueurs avec le geste qu'on nous... on nous agresse sans réaction des Occidentaux. Pardon? Nous sommes agressés sans réaction des Occidentaux. Voilà. Ils ont publié. Seulement le fait d'avoir entendu « on doit boycotter Canal+, ils ont tremblé. On n'avait même pas boycotté. Le comble est que, attendez, on peut prendre des décisions, malheureusement, nous aussi, notre économie n'est pas structurée, n'est pas organisée. On peut peut-être boycotter Rwanda, on n'a pas d'avion. Vous imaginez? On peut boycotter l'aide des Occidentaux. Qu'est-ce que nous avons ici dans notre pays? On peut prendre éthiopienne. On peut prendre turkish. Il y a plein d'avions. Il y a d'autres vols. En attendant qu'on ait le nôtre. Mais boycottons Air France. Moi, surtout Air France. Boycottons Air France. Boycottons Canal+. Vous allez voir comment ils vont trembler. Vous allez voir comment ils vont trembler. Canal+ pour remplacer avec quoi? Mais il y a d'autres chaînes. On n'a pas des bouquets si internationaux comme Canal+, non? Et puis, on ne peut pas s'en passer. Avec tout ce que nous avons dans nos téléphones, les réseaux sociaux maintenant, on ne peut pas s'en passer. La preuve, je vous dirais que moi, je ne suis jamais la télé. J'ai la télé chez moi, je ne suis jamais. Les gens d'ailleurs me disent, mais est-ce que cette télévision marche vraiment? On la voit jamais en marche. On s'attache à des choses qu'on croit que sans ça, on ne peut pas vivre. On peut très bien vivre sans Canal+. Mais vous oubliez que Canal+ a engagé beaucoup de Congolais, non, qui nourrissent leur famille.
D'accord, mais à côté pendant que les autorités congolaises n'ont pas créé d'emploi. Ah oui, à côté, ils engagent beaucoup de Congolais et face à ça, la guerre. Vous choisissez quoi? On est en train de tuer, de violer, tout ça. On choisit quoi? Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Moi, je suis pour le boycott. Il faut boycotter. Et non pour la guerre. Déclencher la guerre. Pardon? Vous ne soutenez pas qu'on puisse déclencher la guerre? Si. La guerre, on peut continuer à la faire comme nous sommes en train de la faire. Le boycott, vous verrez l'impact que ça aura. Nous avons connu ça aux États-Unis, du temps de la ségrégation. Nous avons connu ça du temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Le boycott marche. Marche du tonnerre. Madame Anne-Marie, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Moi, j'aimerais un peu savoir... En fait, quel jugement rendez-vous à la femme congolaise? Ça dépend de quel genre de femme. La femme congolaise... En général. La femme congolaise politique, la femme congolaise... Quand je dis en général, quand vous dites en général, c'est vraiment trop vague, effectivement. Parce que la femme congolaise, la rurale, je l'admire beaucoup. Elle est très courageuse, c'est elle qui fait vivre sa famille en général, et c'est elle qui paye d'ailleurs la scolarité des enfants, c'est elle qui fait bouillir la marmite, c'est la femme rurale, c'est vraiment elle. Et c'est une femme que j'admire beaucoup. Même quand je vais à l'intérieur du pays, je la regarde, je dis waouh, elle a du courage. Il faut qu'elle soit soutenue. Hein. Il faut que nous, celles qui sont politiques, qui ont une autre façon, une autre vie, on devrait s'approcher plus d'elle. Et pourquoi est-ce qu'on parle que de la femme au mois de mars? Oui, c'est vrai, c'est un tort. C'est vraiment un grand tort parce que mois de mars, je vois effectivement les femmes s'agitent au mois de mars. Là, j'ai entendu d'ailleurs au mois de mars, on ne va rien faire, toutes les femmes s'habilleront en noir, tout ça. Ça, c'est une bonne chose, qu'on bannit un peu l'affaire des pannes, bien que encore la communauté internationale, les Libanais, tout ça, vont envahir leurs magasins avec des motifs de 8 mars. Je parie ça. Ils vont le faire. Eux, ils voient que leur gain. Mais je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, que la femme s'habille en noir. Mais c'est une grosse erreur de célébrer la femme que le 8 mars. On devrait on devrait faire ça tout au long de l'année, conscientiser les femmes pour que vraiment les femmes puissent participer plus massivement et activement dans la relève pour relever notre pays. Est-ce que la femme congolaise a-t-elle évolué dans ses pensées, sa façon de réfléchir, de voir les choses? Moi, je pense que oui. Il ne faut pas être défaitiste. Elle a évolué. On est beaucoup à la base, elle a évolué. Par exemple, maintenant, elle conçoit. Dans le temps, beaucoup de femmes ne concevaient pas que, comme on dit en lingala, moi aussi, elle doit pouvoir. Maintenant, elle conçoit ça. Elle pousse. Sa consoeur, non, toi tu devrais faire ceci. Non, la femme a évolué et elle réfléchit plus. Moi, il y a une chose moi, que je reproche à la femme congolaise, c'est qu'elle est trop timorée. Elle n'ose pas prendre la parole, alors qu'elle a beaucoup de matière dans sa tête. Regarde par exemple les ministres que nous avons eus, et que nous avons d'ailleurs jusqu'à présent. Beaucoup ne s'expriment pas. Beaucoup ne parlent pas. Elles doivent être plus agressives. Et pourtant, je parie qu'elles travaillent beaucoup mieux que les ministres hommes. Hein. Mais vous ne parlez pas, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Comment voulez-vous que les gens puissent savoir ce que vous êtes en train de faire? Comment voulez-vous? Et regardez par exemple ce qui m'a agréablement surprise. Les élections passées, beaucoup de femmes ont été présidentes des partis politiques et sont allées aux élections. Mais elles ont fait un travail remarquable. Mais elles ont été systématiquement sabotées. Mais elles ont fait un travail remarquable.
que beaucoup d'hommes... que la femme politique soit sabotée, est-ce que c'est pas suite à son comportement, sa légèreté? Non, pas du tout. Le cas de ces femmes-là, pas du tout. Moi, j'ai entendu dire qu'on osait... Il y a des hommes qui ont osé dire, mais ces femmes se prennent pour qui? Elles ne viennent pas faire allégeance vis-à-vis de nous. Elles sont là, elles font leur politique. Elles ne viennent pas vers nous. Et elles ne savent pas que la politique, c'est une affaire d'hommes. Je connais même ces hommes qui ont pu dire ça. Là, je ne les citerai pas. Mais des hommes influents de ce pays. Mais ça m'a encouragée. Quand j'ai vu le résultat de beaucoup de femmes, parce que je me suis vraiment intéressée à ça. Je me suis dit, nous sommes dans le bon. On va y arriver. Nous sommes dans le bon. Je vais vous poser cette question. Ce fait, on est femme. Des fois, certaines disent que Colin a moi si Colin a Ndoki. C'est vrai? Bon. Chanté par le musicien, Colin a moi si Colin a Ndoki. En fait, bon, je ne dirais pas que c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est bien pour ça qu'on dit le genre homme, le genre femme. Nous sommes de notre genre. Et la femme, effectivement, est plus... elle sent venir les choses très vite. Elle est plus... sensible. Et c'est ça que les hommes appellent Ndoki. Parfois, vous voyez dans un couple, ce qu'un mari ne voit pas, la femme a vu. Et les hommes sages savent écouter leur femme. Attention, chérie, il y a ça, savent écouter. Et tu verras l'homme, la décision qu'il va prendre en public, ça vient de sa femme. Beaucoup croiront que ça vient de lui, mais ça vient de sa femme. Donc, les femmes sont de très, très bonnes conseillères. Peut-être c'est pour ça qu'on dit Totoza Bandoki, je sais pas. Alors, comment trouvez-vous est-ce que la dimension, encore la croissance des hommes genrés? Là, la croissance des hommes genrés est négative ou positive? Non, elle est positive. Elle est en train de monter aussi. Il y a quelque chose qui m'a émerveillée quand j'étais en plein village à Kabinda, à Vuna, et à Kabonde, vraiment le village de mon père. Un chef coutumier me poussait à aller de l'avant. Maman, il faut vous réveiller. Non, c'est vous les femmes qui devez nous diriger maintenant. Non, ça m'avait émerveillé d'entendre ça chez un chef coutumier. Non, c'est en train d'avancer. Et vous verrez que même pendant les élections, si on arrivait à bien scruter, beaucoup d'hommes ont voté des femmes. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Mais, comme je dis toujours, ces élections... Et vous voyez même, voilà, le président. Est-ce qu'on avait un président de la République qui parlait dans ces termes sur les femmes? Non. Mais regardez le président Félix Tshisekedi, comment il parle de la femme. C'est très encourageant. Vous parlez beaucoup des femmes. C'est vrai que Mobutu avait commencé ça, mais c'était timide. Il y a toujours un début. C'est Mobutu qui a commencé ça. Mais moi, je suis très satisfaite de voir comment le président est en train de considérer la femme. Vous voyez d'ailleurs même le nombre de femmes ministres qu'il a pu passer. C'était la première fois qu'on voyait ça dans le pays. Donc, et je suis sûre, si ça dépendait que de lui, on aurait beaucoup de femmes responsables dans beaucoup de places dans le pays. Un mot pour cette montée du tribalisme. Oui, c'est vrai. Bien que parfois je fais semblant d'ignorer ça, parce que ça me fait très mal. Ça me fait vraiment très mal. Parce que nous avons grandi, j'ai des amis, mais c'est en âge adulte que j'ai su qu'elle était de telle tribu, de telle tribu. On n'y pensait même pas. On ne parlait même pas de ça. Alors maintenant, quand vous voyez nos enfants qui sont là, non, telle tribu, non, ça me fait très mal. Non, j'en souffre énormément. Chaque fois que je me trouve face à ça, je souffre. Bon, ça me fait très mal. Cette montée du tribalisme est juste au mandat du chef de l'État Fachi. Pourquoi? Il faut y réfléchir, effectivement. Il faut y réfléchir. Mais c'est quelque chose qui me
Quand j'y pense, ça me perturbe parce que je voyais, par exemple, j'étais à l'étranger. Quand je vais à l'étranger, par exemple, vous voyez un Congolais, quand il rencontre un autre Congolais, du coup, il ne peut pas passer comme ça. Il faut qu'il s'arrête, allez, Boni, Mboka, tout ça, il parle. Et un jour, je me suis retrouvée dans l'ascenseur, s'il te plaît, avec justement ma sœur Angèle, et il y avait un ami camerounais qui était avec nous, et un autre Africain rentre. Et quand il sort, ma sœur me dit, Anne-Marie, tu sais que le monsieur qui est sorti là-bas est camerounais. On dit, oh, ah bon? Mais pourquoi ils ne se sont pas parlé avec... Il dit, et voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Est-ce que tu peux imaginer un Congolais rencontrer un autre Congolais, Namboka mon paya, et qui s'embrassent presque pas, hein? Ils vont commencer à causer, demander des nouvelles, tout ça. Mais eux, non, parce qu'ils ne sont pas de même tribu. Et à cette époque, j'étais très fière en disant, ah non, chez nous, ça n'existe pas. On ne peut pas terminer cette émission sans pour autant parler de Madame Angèle Makombo. Comment va-t-elle? Elle va bien, elle a énormément du travail. Donc, comme vous savez, elle est la deuxième personnalité de la SADC. Et elle est tout le temps entre deux avions, réunions par-ci. Mais elle travaille très dur pour la République. Elle dit, chaque fois qu'elle a des informations, elle file, elle coopère avec les autorités ici. Donc, elle est là. Elle dit, bon, pour la République, elle fera son travail. Votre mot de la fin, regardez la caméra, adressez-vous au public. Au public, bon, mon mot de la fin est souvent adressé aux femmes, mais là, je m'adresserai surtout à tout le monde, et aux femmes et aux hommes, pour cette guerre injuste qu'on nous fait subir. Il ne faut pas oublier, cette guerre, c'est les Rwandais, c'est vrai, mais c'est aussi la communauté internationale. C'est eux qui ont manigancé, qui ont créé cette guerre. Il ne faut pas que nous oublions cela. Et je pense que un des moyens vraiment de leur faire mal, c'est de frapper dans leur économie. Économie, je veux dire par là, boycotter leurs avions, boycotter, par boycotter leurs avions, je ne veux pas dire lancer des missiles, je veux dire ne plus prendre leurs avions, par exemple Air France, ne plus monter dedans, ne plus monter SN, chercher d'autres moyens, ça va leur faire mal. Et Canal+, arrêter les abonnements à Canal+, il faut boycotter. Nous avons déjà connu ça dans le temps, dans l'histoire du monde, aux États-Unis, quand ils avaient boycotté les bus. Ils ne voulaient plus monter dans les bus à la suite de l'arrêt quand on avait arrêté Rosa Parks. Et vous avez vu ce qui est arrivé. Ils ont vu que l'économie du transport baissait et ils ont revu leur décision. On a abrogé cette loi et maintenant tout le monde pouvait monter dans les bus, s'asseoir où on voulait. En Afrique du Sud, c'était pareil. On avait boycotté tous les produits des Africains du Sud et c'est comme ça que l'apartheid, petit à petit, a disparu. Nous aussi, sachons boycotter tout ce qui est de la communauté intercriminelle. Sachons les boycotter. Merci. Madame Anne-Marie Makombo, c'était pour nous un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Et moi, ce fut un plaisir. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous la présidente nationale AI du Parti Ligue des démocrates congolais, l'IDEC, Anne-Marie Makombo. On a parlé sur l'évolution, les activités de son parti politique, le profil du Premier ministre, les critères de membres du gouvernement. Donc l'émission était à bâton rompu. On a achevé sur cette question de l'Est et de la femme. Restez branchés sur nos programmes. Merci à Laït Moutonge, merci à Roni Manzila, merci à Enoch Mbala, merci à toi, James Nzemboa, bisous. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.